J'aimerais finir là-dessus sur cette réflexion. Que vous inspire ce que depuis quelques jours on vit dans un phénomène qui est pratiquement un phénomène sectaire, c'est-à-dire que on est hypnotisé, on doit avoir son mot, sa phrase, on doit rester dans le rang, et je pense même que la conversation que nous avons sur des ondes en ce moment, Maître Viguier, cette conversation qui n'est pas du tout offensante à l'égard de Charlie Hebdo, on pose des questions de principe, elle doit être même perçue par certains comme pas dans le ton qu'il faut avoir. Ah, Le ton est pas. peut-être beaucoup plus sectaire. Ce n'est pas inquiétant, ça, ce phénomène de foule, de masse? Ben, bien évidemment, bien évidemment. Mais moi personnellement, on m'a dit que pour avoir écrit ce que j'avais écrit, il fallait du courage. Alors que vous n'avez pas écrit de choses blessantes. Non, mais je ne pouvais pas m'interdire, je ne pouvais pas me censurer. C'est plus fort que moi, et personnellement, je préfère me tirer une balle dans la tête moi-même tout de suite, plutôt que de bêler avec les moutons. Ça c'est insupportable, c'est pas possible. Et refuser de bêler avec les moutons ne signifie pas non plus qu'on est dans l'attaque et dans le camp opposé à ce qu'on appelle la démocratie et la République. C'est ça qu'il faut aussi... On est dans la République, évidemment qu'on est indigné. Là, vous vous approchez peut-être de la solution. Et les événements de ces dernières heures, justement, font réfléchir, nous font réfléchir, et moi, personnellement, me font réfléchir dans cette direction. Je pense que... ce qui m'a frappé, c'est cette tentative d'amalgamer... ce qu'on appelle un peu la dissidence ou une certaine extrême droite, où on a parlé de fascisme. Je suis désolé pour tous et toutes, mais je ne suis pas Charlie. Je suis pas Charlie parce que tous ceux qui s'affichent Charlie aujourd'hui sont certainement ceux à 99,99% n'ont certainement jamais ouvert un Charlie Hebdo. On a le droit à l'humour, bien sûr, on a le droit même à la caricature, comme du temps d'Harakiri, Bête et méchante, quand Harakiri titrait après la mort du général de Gaulle, balle tragique à Colombey à mort, puisque 15 jours auparavant, un bal avait brûlé, faisant plus de 160 morts en France. Donc le journal avait été interdit, et c'est là, à la suite de quoi il était devenu Charlie Magazine ou Charlie Hebdo. Donc on a le droit, bien sûr, à la caricature la plus caustique qui soit, mais si on regarde bien, si on va sur Google et qu'on regarde les premières de couverture de Charlie, on s'aperçoit qu'elles sont très souvent obscènes et ordurières. Or, il y a des limites, non pas, il n'y a pas d'autocensure dans la liberté d'expression, mais il y a une espèce de sens de la mesure, et si nous voulons être respectés les musulmans, nous devons les respecter aussi. Ceci étant dit, les premières de couverture de Charlie Hebdo visaient deux cibles, essentiellement l'islam et le christianisme, et notamment la papauté. Les chrétiens aujourd'hui sont des chrétiens un peu atténués, ils n'ont pas encore la foi du charbonnier qu'ont les musulmans. Je ne dirais pas que les chrétiens sont émasculés, mais peut-être intellectuellement le sont-ils un petit peu. C'est vrai que la foi islamique est une foi militante, une foi prosélyte, et que cela n'a plus que révulsé. Lorsque l'on veut faire de l'humour, ce n'est pas humilier. Or, Charlie Hebdo humiliait les musulmans. Alors, cela n'excuse absolument pas le geste, en aucun cas. Mais il faut comprendre que parfois il y a des conséquences, des relations de cause à effet. Mais je ne dis pas que c'est tout à fait mécanique. Mais je ne suis pas Charlie parce que, en un mot, la ligne éditoriale de Charlie n'était à mes yeux pas celle de véritables journalistes, mais de gens qui, justement, prêchaient la haine ou creusaient la fracture sociale, entretenaient au fond l'islamophobie, une certaine forme d'islamophobie, et que ce n'est pas républicain.
Quand on nous a dit que Charlie Hebdo, j'en terminerai là-dessus, n'était pas politiquement correct, je pense que Charlie Hebdo était profondément, absolument et totalement politiquement correct. D'où la mobilisation. Aujourd'hui, l'État français va verser 1 million, ce qui est peut-être bien, ce qui n'est peut-être pas bien, pas à moi d'en juger, mais ce seront sur les fonds publics pour un journal qui appartient malgré tout, il faut bien le rappeler, au groupe Lagardère, qui est une vaste entreprise commerciale privée et qui jouait encore une fois sur l'obscénité, sur la provocation. Sur la provocation. Alors ceci n'excuse pas cela, ceci ne justifie pas cela. Déplorons encore une fois les morts, mais attention à ceux qui veulent jouer avec le feu, surtout quand les braises sont tout à fait ardentes. L'État islamique est né des printemps arabes, enfin en l'occurrence du printemps syrien qui est arrivé plus tardivement en 2011 par des manifestations, mais il y a eu au cours de ces manifestations qui étaient pacifiques contre le régime de Bachar, il y a eu des tireurs embusqués qui ont tiré sur la foule, et c'est une technique qui a été utilisée autrefois contre les Black Panthers aux États-Unis par le FBI, c'est-à-dire qu'on va créer des incidents irréparables entre les deux vis-à-vis, entre les forces gouvernementales et les manifestants. Tout cela a dégénéré très rapidement, a pris mauvaise tournure, et puis surtout, à partir de là, l'Europe atlantique, atlantiste, a pris fait et cause pour les rebelles, des conseillers, des spécialistes sont allés encadrer, organiser la rébellion qui a pris très rapidement tournure, on l'a dit dans un premier temps, de guerre civile, mais de guerre tout court. Il est vrai que nous avons formé des hommes. Parmi les djihadistes français, certains étaient plus ou moins pilotés, devaient avoir une double casquette à la fois française et djihadiste proprement dit, mais avec des liens avec nos services de renseignement, qu'ils soient ceux de l'armée, de la DGSE ou ceux du ministère de l'Intérieur, de la DGSI, qui s'est arrogé depuis quelques années un certain nombre de prérogatives qui autrefois ne lui appartenaient pas. Et donc la situation a dégénéré en guerre, avec on a dit au début qu'il y avait quelques jeunes gens qui étaient candidats, mais maintenant on sait que ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers, qui convergent de toute l'Europe et d'autres parties du monde, de Tchétchénie, même du Turkestan chinois, du Xinjiang, qui convergent, et on ne peut plus parler de guerre civile. En sous-main, alors, l'Occident mène une politique tout à fait schizophrénique. D'un côté, nous combattons l'État islamique, parce qu'il faut le maintenir dans certaines limites, mais il est bien utile, cet État islamique, puisqu'il comprime le gouvernement, le régime de Damas, qui a été renvoyé par les urnes, qui a été relégalisé, relégitimité par les urnes, et aussi donc bien par les sunnites qui sont très largement présents dans l'armée de Bachar el-Assad, qui est une armée de conscription. Donc permet de comprimer, mais il ne faut pas que cet État islamique prenne trop de force, il faut le contenir. Donc il y a une coalition qui frappe, donc vous savez, un peu comme le picador dans l'arène saigne un peu le taureau, mais lui laisse quand même une grande partie de sa vigueur. Et puis de l'autre, nous continuons à contenir, et Israël soigne certains combattants d'Al-Nusra dans ses hôpitaux, on ne le dit pas, où ses avions interviennent pour desserrer l'étau quand les combattants d'Al-Nusra sont pris un peu trop dans la mâchoire des forces gouvernementales. Près du plateau du Golan, il y a un avion de la chasse gouvernementale syrienne qui a été abattue par Israël. Tout cela n'était pas gratuit, ce n'est pas parce que les Syriens avaient violé l'espace aérien israélien, mais bien il s'agissait de venir au secours d'Al-Nusra. Donc en sous-main, on continue d'ailleurs à former, il y a des camps d'entraînement en Jordanie, à former, à soutenir des gens qu'on officiellement, et pour la galerie, on combat par ailleurs. Donc de ce point de vue-là, la France, on ne sait pas, on découvrira peut-être qu'il y avait des liens entre ces deux frères, hein, sur le modèle, par analogie avec l'affaire Mera. Mera avait des liens avec la DGSI. Ce petit voyou de banlieue, trafiquant
président de ceci ou de cela avait pu voyager, aller jusqu'au Pakistan, avait même été, apparemment, je parle de Mera, avait été même en Israël. Enfin, tout ça est extraordinaire, alors qu'il était répertorié comme pour avoir des contacts, et encore une fois, pour appartenir à la voyoucratie toulousaine. Donc, on découvrira peut-être que ces gens sont peut-être allés s'entraîner, parce que apparemment ces deux frères ne sont pas sortis de France, mais qu'ils ont bénéficié ici ou là. Alors, on a parlé du Yémen, mais on parle maintenant aussi de la Syrie, d'un entraînement, même si cet entraînement remonte à plusieurs années, ce qui expliquerait d'ailleurs à la fois leur professionnalisme et les erreurs tactiques qu'ils ont pu commettre lors de l'opération et que les véritables professionnels ont pu noter. Donc, alors sans dire que cette opération a été pilotée, mais c'est un contre-coup, c'est un choc en retour des politiques totalement folles, ahurissantes que la France a conduites au Proche-Orient, en Libye ou en Syrie, de déstabilisation de régimes qui assuraient l'ordre social, mais cela vaut aussi pour l'Irak, puisqu'il s'agit de casser au Proche-Orient tous les verrous de souveraineté, de ne laisser qu'un seul État qui servira de gendarme à l'Occident. Alors, quelles sont les conséquences ? Les conséquences à moyen terme, mais à plus long terme aussi, on a vu qu'on vient d'activer une fracture sociale qui existait à peine et qui se dessinait. Il y avait une fissure intercommunautaire, mais maintenant, nous nous inscrivons à la fois dans une logique de choc des civilisations, mais surtout de guerre civile. Nous ne savons pas comment peuvent évoluer les événements. Il y a déjà des Français qui, hier ou avant-hier, insultaient certains membres de la communauté immigrée dans le métro. Je pense que là aussi, nous risquons d'avoir ou en tout cas aurait été ouverte une nouvelle boîte de Pandore, et que à terme c'est toute l'Europe et pas seulement la France qui risque de s'en trouver déstabilisée. J'ajouterais, pour ne pas conclure, que cet événement s'inscrit purement et simplement dans le cadre du choc des civilisations qui a été mis en œuvre d'ailleurs dans ces guerres contre le terrorisme au Proche-Orient, même si on n'en disait pas tout à fait le nom, et que cette politique a été inventée, conduite, pilotée, soutenue depuis maintenant une décennie et demie au moins à Washington. Donc je ne dis pas que Washington est coupable et responsable, loin de moi, mais il y a des responsabilités indirectes que nous ne pouvons pas ignorer. Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez? Vous pensez que ce conflit viendra en France? Mais c'est déjà le cas. Ça bouge parce que s'il est perçu que ça marche, s'ils peuvent viser des sociétés et faire en sorte que ces sociétés soient critiquées, ils savent que l'argumentation morale d'Israël sera défaite et cela les encouragera. Et c'est déjà en Afrique du Nord. La portée des roquettes ne fait qu'augmenter. Vous serez visés, vous en France. La communauté Et donc, comprennent la question du Grand Israël et comment arriver au Grand Israël, effectivement, par une troisième guerre mondiale qui serait gagnée, parce que, évidemment, ces gens-là pensent la gagner. Et c'est vrai qu'ils ont, sur le papier, ils doivent la gagner. Ils ont la supériorité militaire. Et ben peut-être que cette troisième guerre mondiale amènerait, avec peut-être des dégâts collatéraux de 500 millions de morts, mais qui ne seraient jamais que des gueux, des Arabes, et des dégâts collatéraux en France, notamment sur une guerre civile, parce que c'est un volet qu'il faut amener, c'est que s'il y a une troisième guerre mondiale, elle se passera évidemment pas chez nous dans un premier temps, mais dans le
autour de ce qu'on appelle le verrou eurasiatique, mais ça aura des conséquences terribles en France, notamment parce que comme ce conflit sera présenté comme un conflit ethnico-religieux, nous avons, comme nous le savons en France, de grosses lignes de fractures ethnico-religieuses en France, qu'on fait d'ailleurs bien monter en ce moment sur le problème musulman, etc. Et tel que ça nous sera présenté, malheureusement, les guerres, c'est toujours... on peut définir une guerre par le fait qu'à un moment, il n'y a plus que deux camps possibles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le choix. Une guerre, c'est simple. C'est t'es collabo ou résistant. Les pacifistes d'avant-guerre, on les a tous tués. Parce qu'ils voulaient simplement, ils disaient ni Angleterre ni Allemagne. C'est probablement qu'ils avaient raison, hein, ni Angleterre ni Allemagne. Ben, c'est tu choisis Angleterre ou Allemagne. Voilà, et ben ça serait un peu comme ça. C'est tu choisis, t'es avec le monde avancé blanc judéo-chrétien de la démocratie ou t'es avec les bamboulas égorgeurs islamiques. C'est comme ça qu'on nous présentera le projet en France.